pourquoi avoir lancé cette opération? C'est Alors, j'ai toujours rêvé de mettre très longue haleine. Ouais, T'as une fascination au rapport temporel, c'est une question que tu te poses depuis longtemps. Parce que entre se la poser et arriver à mobiliser autant d'énergie pour créer un truc aussi gros pour y répondre, c'est stupide. Pourquoi je ne peux pas simplement me poser des questions et ne pas chercher de réponse à la fin? Non, mais j'ai une fascination pour ce que l'humain est capable de faire, que tu dois s'adapter à des nouvelles conditions de vie ou lorsqu'il lui manque soudainement quelque chose qui lui est fondamental. Ça, voilà, c'est depuis. C'est venu vraiment, c'est entre 1994 et 2004, j'ai eu beaucoup d'expériences qui m'ont emmené à vraiment me questionner sur pourquoi certains humains, face à des situations, trouvent des solutions, réagissent, et pourquoi beaucoup d'autres n'y arrivent pas. Quelles sont les mécaniques et comment on pourrait aider des humains, ceux qui n'y arrivent pas surtout, finalement, à développer des solutions pour parvenir à moins être impactés par les situations difficiles. Jusque-là, voilà, je voyais ça et ça m'intriguait. J'ai vu des gens vraiment en grande difficulté, dans des tempêtes, dans des difficultés, après les tsunamis et autres. Et puis je me suis mis à voir la même chose petit à petit dans des situations de vie de tous les jours. Quelque part, la Covid qu'on vient de vivre, c'en est une. C'est-à-dire que tout d'un coup, des gens de tous les jours se sont trouvés confrontés à ce que nous, on vit dans des expéditions extrêmes. Et voilà, tout ça, c'est des déclencheurs pour me dire, ok, je vois bien qu'on n'a pas les moyens d'aider ces gens-là. On tâtonne, on les fait passer, il y a des psychologues, des psychiatres, des chercheurs, on les aide à la manière qu'on a aujourd'hui de les aider, mais il manque plein de données là-dessus. Donc c'est devenu je sais pas comment dire ça, c'est devenu une quête, une pure quête depuis 2005. Et me dire, il faut qu'on arrive à observer des humains dans des situations réelles de vie et pas dans des simulations qui sont certes intéressantes par le fait qu'on peut éliminer un certain nombre de problèmes et qu'on a des données beaucoup plus précises, mais qui créent le plus grand biais de toute la science moderne, à mon sens. C'est qu'à force d'étudier seulement certains paramètres, on en oublie que tout est interactif, tout interagit, et qu'on est aujourd'hui incapable de comprendre un humain. Moi je prends souvent ce comparatif. On prend un humain qui marche dans un marché, où il y a des vendeurs, des choses comme ça. Il y a des gens qui crient, il y a des odeurs, il y a des... Personne ne peut dire aujourd'hui exactement ce qui se passe dans le cerveau de cette personne à ce moment-là. Pourtant, c'est simplement une personne qui marche dans un marché. Alors comment imaginer que des personnes qui vont partir sur Mars, des personnes qui vont descendre sous la mer, des personnes qui vont tout d'un coup vivre des situations extrêmes, on puisse trouver des solutions pour les aider. Voilà, c'est tout ça qui m'a fait monter mon institut de recherche, Adaptation Institute, et cette idée de monter des missions dans des conditions réelles de vie. Et Deep Time, c'en est une. C'est peut-être la plus complexe à ce jour parce que ça a demandé de recréer finalement un système de vie complet, alors que d'habitude on est plus sur des systèmes un peu plus simples de traversée. Mais ça nous permet d'avoir, par exemple, cette petite salle qui est ultra sommaire, construite avec 3 bois et des plaques anti-humidité. Il n'empêche qu'on est dans une grotte là. Je me permets juste de le montrer si on fait un. Voilà. Voilà. Non mais voilà, on est vraiment dans une grotte, on n'est pas... voilà. Et on a pourtant créé un système dans lequel on a réduit l'humidité et ça nous permet d'envisager certains travaux qu'on n'aurait pas pu faire autrement. Et ça, oui, ici vous séchez l'air. On sèche un peu l'air, okay. Donc c'est... Moi, voilà, enfin... À la fois c'est moi qui ai monté tout ça, mais maintenant que je vois ça, je me dis waouh. Voilà, on a un système de réalité virtuelle, de VR, on va faire passer des tests de labyrinthe, on va pouvoir faire plein de choses qu'on n'aurait jamais pu imaginer avant, quoi. Donc c'est chouette. Et l'engouement, je pense, sur un projet comme ça, scientifique, de la part des scientifiques qui travaillent dessus, il réside à ça, c'est qu'ils sont en train de voir qu'on peut offrir des plateformes de travail différentes de celles dont ils ont l'habitude, mais pourtant fonctionnelles pour essayer d'avoir des résultats de qualité. Parce que jusqu'à maintenant, il faut être très clair, moi j'ai suivi des dizaines d'expéditions, des centaines de projets sur le terrain qui ont pour but de ramener des données exploitables. Il y en a très peu qui y réussissent, non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'aujourd'hui encore, c'est ultra dur d'avoir des machines qui ramènent des données dont on peut vraiment se servir pour faire un paramétrage d'une personne dans des conditions nouvelles. Donc ça, c'est notre but, c'est offrir un pack fonctionnel d'études et d'outils qui permettent, dans quelles que soient les conditions, de faire des études. Au-delà même des études qu'on mène et des résultats qu'on espère avoir, c'est aussi ça le but. Et est-ce que vous avez une hypothèse de base, ou je sais que c'est pas des questions, enfin,
quelque chose que tu aimerais valider, un sentiment, quelque chose d'instinctif peut-être, ou te dire que le groupe fonctionne mieux que tout seul, même si aucun d'entre vous l'avait vécu cette expérience seul. Mais... Je suis intimement persuadé. La plupart des expériences dans une grotte hors du temps, ça a été fait par des personnes seules, femmes ou hommes, surtout des hommes et une femme. Et quelque part, avec à mon avis 3 grands problèmes. Le premier, c'est que d'abord ils étaient seuls. Le deuxième, c'est qu'ils étaient immobiles dans l'endroit où ils étaient, à savoir qu'ils avaient construit un espace et puis qu'ils ne bougeaient pas de cet espace. Et le troisième, c'est qu'ils avaient beaucoup de contacts avec la surface qui donnait des informations et des indications. Donc finalement, ces 3 notions-là font que, 1, ils n'avaient personne directement pour les aider, 2, qu'ils s'ennuyaient vraiment parce que c'était un endroit où ils ne pouvaient pas visiter, il n'y avait pas d'émerveillement du territoire. Et 3, à force de recevoir des informations de la surface, le cerveau il n'est pas bête, il est capable de détecter à quel moment la personne nous donne une information selon sa voix, sa manière de parler. On sait qu'il est plutôt fatigué la nuit ou qu'il est la journée, donc voilà. Donc j'ai voulu éliminer tout ça, et je suis intimement persuadé que ces 3 choses sur les inverses, à savoir que le groupe doit se débrouiller tout seul. Donc il est obligé d'aller chercher des solutions. S'il n'en trouve pas, il sera très mal, et personne n'aime être mal. 2, c'est un groupe. Et on le voit déjà maintenant, à ne serait-ce que 3 jours, 3 cycles du début. Les gens normalement sont censés attendre d'avoir faim pour manger, par exemple, mais si je vois quelqu'un qui prépare à manger à côté de moi, je vais commencer à avoir faim, parce que lui a faim, puis finalement tout le groupe commence à dire tiens, puisque tu fais à manger, on mange tous ensemble, puis très rapidement on recrée une synchronicité, un système de fonctionnement collectif. Et ça va à mon avis se pérenniser dans le temps. Et le troisième point, c'est que comme ils vont pouvoir en tout cas explorer, voyager, découvrir leur territoire, donc avoir un but, un schéma et un imaginaire de ce qu'ils vont pouvoir y faire, et petit à petit aller rechercher si la réalité correspond à leur imaginaire, ce qui à mon sens est un mécanisme très important d'adaptation. Il faut d'abord imaginer et rêver, projeter quelque chose pour avoir une raison d'essayer d'aller voir. Si j'ai pas cette projection initiale, qu'est-ce qui me pousse à aller vers demain en fait? Et cette mécanique de la projection, ils peuvent l'avoir ici parce qu'ils sont tous en train de s'imaginer quand ils vont partir dans le gouffre, quand ils vont aller se balader dans les endroits un peu plus difficiles et tout. Et ça leur donne un vrai sens d'être ici, pas juste d'être immobile. Donc tout ça mis bout à bout, l'hypothèse de base c'est de dire, si on a un groupe, même pas très formé, mais avec des différences très importantes de typologie de personnes, de capacité et de connaissances, et qu'on lui donne une raison d'avoir envie de se projeter et de construire un imaginaire collectif, il n'y a rien qui est impossible. Ce serait une belle découverte. Enfin, c'est intellectuellement une belle idée en tout cas, mais je pense que c'est vrai, parce que de toute façon, nous on vit dans un grand confort en Europe et en France. Et on a beau râler, on a beau se dire que ça va pas, qu'on n'a pas assez, que si, concrètement, quand on regarde dans les pays du monde, on a une sacrée vie, quoi. Et quelque part, on a un peu oublié ce que c'est de lutter pour vivre, ce que c'est de lutter pour avoir sa nourriture, de lutter pour fonctionner et tout ça. Là, la Covid nous a remis dans la lutte, nous a obligés à se redire, tiens, non, tout n'est pas facile, il faut trouver des solutions complexes. Mais dans d'autres pays, c'est pas le cas. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on regarde l'évolution des humains depuis qu'on est capable de bien comprendre leur évolution, on voit qu'on a été capable de surmonter des choses hallucinantes. Et on l'a fait. Et aujourd'hui, on se dit qu'on ne peut plus le faire, on se dit qu'au premier événement, c'est foutu, que ça ne va pas. Non, on a une capacité initiale énorme, mais on l'a un peu perdu, et 2, on ne connaît pas cette mécanique, on ne connaît pas pourquoi on y arrive en fait. Ça, c'est ce qu'on aimerait apporter à l'humanité dans un sens. L'espoir est toujours ce qui meurt en dernier. Oui, je suis intimement persuadé que cette notion d'émerveillement, à savoir d'avoir une raison de penser que c'est possible, une envie, quoi. En gros, je sais pas, si tout est noir, si tout est négatif, et si tout s'effondre demain, pourquoi j'y vais dans un sens? Il n'y a pas de raison d'aller, on ne va pas vers le vide. Donc il faut avoir cet émerveillement, il faut avoir une vraie raison de se projeter vers demain, et je pense que seul c'est très dur. Et que le groupe, même si des fois il peut lui-même devenir son propre problème, et forcément si dans le groupe on est négatif, ça va être difficile de repasser sur le positif, mais globalement, un groupe un peu bien construit, qui a envie de fonctionner, il a une dynamique qui est énorme. Alors des fois ça va pas, c'est super énervant, ça va pas à la vitesse où on veut, il y a des réactions, tu dis je comprends pas du tout, mais qu'est-ce qui vous a pris, machin et tout. Mais globalement, si on élimine ces problèmes,
le groupe a réussi à créer des choses incroyables. J'ai l'impression que c'est le cas en tout cas. Ouais, ben, je dirais, aujourd'hui ça c'est aurait le été. début. Hein. C'est le début, il faut voir comment ça va évoluer. Il y aura forcément des grandes fatigues, il y aura des stress, des doutes, il y a des choses qui ne marchent pas. Mais là, on est encore très loin de pouvoir se dire, ok, si je devais m'installer là à demeure, je pourrais y rester. Mais j'aimerais bien qu'au bout des 40 jours, on puisse se dire, mais en fait, ok, on va ressortir parce qu'on a envie de voir les copains, la famille, les gens qu'on aime, les choses qu'on aime. Mais si on devait absolument, parce qu'il s'est passé un truc dehors extrême, rester là, on Ce pourrait serait le faire. possible de s'épanouir Voilà. ici. C'est ça la questionnement qu'on doit avoir. Mhm. Merci. De rien.